J'ai été formée à la pédagogie Montessori essentiellement en Suisse allemande, à Londres et aux États-Unis. Et puis j'ai travaillé en tant qu'éducatrice avec les différentes tranches d'âge, donc 0-3 ans, les enfants de 3 à 6 ans et les enfants de 6 à 11-12 ans. Et j'ai aussi travaillé pendant 8 ans dans un centre de formation internationale en Suisse allemande de l'association Montessori internationale, qui forme les éducateurs qui vont travailler, eux, dans les structures Montessori. Et puis, désormais, je m'emploie à diffuser l'approche montessorienne pour que le maximum d'enfants puissent en bénéficier. Alors que ce soit les très jeunes enfants, et là je propose un accueil parents-enfants à Grasse, ou des interventions auprès des professionnels pour les plus jeunes, mais les enfants ensuite plus âgés, en m'adressant aux parents, aux enseignants, aux éducateurs. Et l'enjeu est que les personnes intègrent l'approche Montessori dans leur quotidien, qu'ils l'ajoutent à leur pratique, mais alors sans intégrisme pédagogique, mais en respectant quand même les essentiels, les principes fondamentaux montessoriens. Maria Montessori est une Italienne. Elle est née en 1870. C'est une femme médecin, une scientifique, qui commence à travailler avec les enfants handicapés mentaux et déficients. Un petit peu par hasard d'ailleurs, parce qu'elle se trouve visiter un hôpital et elle voit le service des enfants qu'on appelle à l'époque les idiots, les débiles, qui sont dans un espace avec rien à faire. Et le déclic, et on dit souvent que Montessori, elle regarde, vous savez, out of the box, qu'elle regarde un peu autrement les choses, comme beaucoup d'inventeurs, je pense, ou de chercheurs. Et ce qu'elle voit, c'est que effectivement, ces enfants n'ont rien, mais quand la cantinière envoie un bout de pain pour montrer qu'effectivement, ils sont plus proches des animaux que des enfants, au lieu de voir simplement des enfants qui se précipitent pour manger, elle voit des enfants qui prennent le pain, qui le manipulent. Certains alignent des miettes. Et donc, en fait, ce qui est prioritaire pour eux, c'est d'avoir une activité intelligente, en fait, qui sollicite leur tête et leurs mains. Et ça, c'est le premier déclic. Donc, elle va travailler avec les enfants handicapés puis déficients. Et les enfants passent le test standardisé italien. Et là, alors que ce sont des enfants en difficulté, ils obtiennent des résultats meilleurs que les enfants que l'on dit normaux. Et c'est le passage du pathologique au pédagogique. Elle va travailler avec les enfants dits normaux. On lui propose une salle à San Lorenzo, qui est une banlieue, enfin un quartier un peu malfamé, très pauvre de Rome, et avec des enfants laissés à l'abandon. Et elle va avoir une occasion d'expérimenter du matériel qui sont à l'origine issus de deux Français qui s'appellent Jean Itard et Édouard Seguin, qui travaillaient avec des enfants avec des difficultés sensorielles, aveugles, sourds, etc. Et elle va découvrir vraiment ce qu'est l'enfant dans cette salle. Et ce qu'elle découvre, qui est à la base de tout ce que l'on va proposer ensuite dans le monde entier, c'est que le jeune enfant est capable d'une concentration incroyable. Alors elle appelle ça sa polarisation de l'attention. Et quand l'enfant se concentre sur une activité, et souvent liée à la répétition de cette activité, eh bien, il en ressort apaisé, nourri, avec un sens social nettement amélioré, c'est-à-dire qu'il est plus agréable avec les autres enfants, avec ses pairs, parce qu'il est nourri intérieurement. Et cette nourriture intérieure, ce qu'elle découvre et qui étonne, c'est qu'elle est liée à la concentration de l'enfant. Il a choisi l'activité qui lui permettait de le faire. Voilà, ça c'est sa grande découverte. Donc quand les adultes vont voir ce nouvel enfant, c'est très étonnant parce qu'un enfant est imaginé plus papillon. Et là, on voit des enfants concentrés. Ce n'est pas l'image qu'on a du jeune enfant. Alors là, ce sont des enfants d'âge préscolaire, 3 à 6 ans, à San Lorenzo. Et ça, c'est une grande surprise. Et sa réputation va vite s'étendre dans le monde. Elle va écrire des livres, des gens vont venir voir, donc beaucoup de journalistes.
Des écoles vont se créer un peu partout. Elle va, quelques années plus tard, mettre en place l'association Montessori internationale, l'AMI, à Amsterdam. Elle décède en 1952. Depuis, eh bien, il y a des écoles un petit peu partout. Alors, depuis peu, je dirais un peu moins d'une dizaine d'années, le nom Montessori s'est vraiment propagé et parfois, alors c'est bien, je pense que globalement c'est positif, mais parfois un peu à mauvais escient, à des fins peut-être un peu plus marketing. Et donc j'étais ravie d'intervenir auprès des équipes du Canet pour rétablir, je pense, des fondamentaux. Maria Montessori qualifiait sa pédagogie d'aide à la vie. Donc c'est une aide à la vie. On va aider le bébé, le jeune enfant, l'enfant, l'adolescent à se construire, à s'épanouir, à trouver l'occasion de développer son potentiel qui est très personnel. Donc comme chacun trouve sa voie et est écouté dans sa spécificité, ça lui permet d'être bien avec les autres. Bon, nous avons les enfants de bébé à la marche et de la marche à 3 ans, mais ensuite les enfants de 3 à 6 ans sont ensemble. Les enfants de 6 à 12 ans sont ensemble, de 12 à 15, 15 à 18. Et ce mélange d'âge, c'est ce qui va permettre la tolérance aussi. Ça donne une émulation des plus jeunes qui voient les plus grands et puis une responsabilisation des plus grands qui vont aider les plus jeunes et qui ne sont pas loin d'eux parce que les découvertes qu'ont fait les plus jeunes, ils les ont fait il n'y a pas très longtemps. Donc ce sont des instructeurs encore meilleurs que nous. C'est un processus que l'on appelle d'autoconstruction qu'il fait grâce à l'environnement que l'on met en place pour lui. Et bien sûr, nous, notre rôle, c'est de mettre l'enfant en lien avec cet environnement. Et il va absorber l'environnement. Le bain langagier que vous leur proposez, c'est à partir de ce bain langagier qu'il va avoir un patrimoine de vocabulaire. C'est son travail personnel. C'est ce que représente cette image. C'est-à-dire que nous mettons des briques dans l'environnement de l'enfant. Alors des briques, c'est du matériel, c'est nous, c'est l'aménagement de l'espace. Et à partir de cet environnement, il se construit. Donc notre action est quand même très indirecte. Donc l'environnement doit permettre à l'enfant de développer sa motricité, bien sûr, sa motricité large, mais sa motricité fine. Les activités, quelles qu'elles soient, sont pensées pour permettre le mouvement des enfants, puisqu'il construit cet aspect. Ensuite, il y a l'importance du langage. Donc ça, c'est ce que l'on a davantage travaillé avec les assistantes maternelles. Quel matériel ou quelles propositions mettre en place pour développer le langage des enfants. Tout est prétexte au développement du langage, mais avoir conscience que c'est un élément très important de l'environnement à prendre en compte. Et puis, l'enfant veut s'adapter au monde. Il veut faire partie de notre monde. Donc on va lui proposer des activités que l'on appelle de vie pratique, qu'il ne soit pas simplement consommateur de l'espace, mais aussi qu'il se sente chez lui et acteur. Vous savez, pour les enfants de 3 à 6 ans, Maria Montessori a appelé l'environnement la Casa dei Bambini, la maison des enfants. Ça doit être chez eux. Et quand on est chez soi, eh bien, on prend soin de chez soi. Et ça peut éviter peut-être à terme le vandalisme parce qu'on se sent responsable de son environnement. Alors c'est vrai que les enfants vont nettoyer, ils sont très heureux de le faire. Bien sûr, on passe derrière parce que leur nettoyage est à hauteur de leurs possibilités. Mais on va leur donner l'occasion de mettre la table, de débarrasser, de nettoyer la table. Ils adorent ça. Alors c'est vrai qu'on va chercher aussi à ce que ce soit esthétique. Donc on aura des jolis objets qu'ils pourront mettre sur la table, par exemple au cours du repas pour la décoration. Et puis un élément vraiment important de l'environnement du très jeune enfant, c'est le fait qu'il se repère, il puisse s'orienter. Donc l'environnement est ordonné. Il retrouve les jeux, les activités qu'il souhaitait faire parce qu'elles sont à la même place et elles sont en quantité gérable pour lui. On n'a pas de caisse énorme d'objets parce que la caisse induit le désordre
en la vidant. Et de mettre de l'ordre extérieur, ça lui permet de mettre de l'ordre en lui. Et le troisième aspect, c'est que l'adulte, et là c'est notre rôle en tant que parent, en tant que professionnel, est d'être au mieux un modèle. Alors on fait ce qu'on peut, il faut être gentil avec soi, mais si le souhait est que à la maison ou dans la structure, le niveau de parole soit assez bas, il faut que nous-mêmes nous parlions bas, parce que l'enfant va absorber comme une éponge notre façon de communiquer. Pour permettre aux enfants d'acquérir peu à peu ses capacités et se construire, il va falloir l'aider. Et pour l'aider, eh bien, on va aller pas à pas. Et ce pas à pas passe parfois par la simplification de la proposition. Et par exemple, si nous présentons une activité, quelle qu'elle soit, par exemple de déboutonnage, si j'explique, alors tu vois, je prends un bouton et puis je le prends de cette main et je le fais passer. L'enfant est complètement noyé dans un bain langagier, donc on va essayer, quand on présente une activité, de limiter la parole pour ne pas solliciter la zone langagière de son cerveau. Alors bien sûr, on va parler, mais pensez à parfois limiter et simplifier. Et de la même manière, les activités vont être très progressives. Vous voyez, quand on commence avec les puzzles, ce qui surprend parfois les personnes quand elles viennent voir des enfants un peu plus âgés, c'est leur compétence. Même si ce n'est pas le plus important pour nous, c'est quand même assez impressionnant. Mais la partie masquée, c'est que ça a été très très progressif, pas à pas. Donc à chaque fois, chercher, on dit en Montessori, l'effort maximum. Donc l'effort maximum pour l'enfant, mais pas à pas. Parce que sinon, si c'est trop difficile, et ça vous le voyez à la maison ou en structure, il laisse tomber. Mais le laisse tomber, lui, c'est physique, hein, c'est littéral. Les objets qui concourent à la concentration de l'enfant sont les bonnes activités, sont les bons objets. Après, quand on travaille avec les très jeunes enfants, il y a quand même quelque chose qui est en tête de chapitre, c'est la sécurité. C'est que les objets, s'ils sont propices à l'activité concentrée, ils sont parfaits. Après que ce soit recyclé ou neuf, à vous de voir, mais c'est vrai qu'un enfant sera plus à même, en tout cas, d'aller vers l'activité si l'objet est joli. Donc, il peut être recyclé, mais il faut qu'il soit un peu attrayant, attractif. Il faut ajouter aussi une chose, c'est qu'avec le nom Montessori n'est pas un nom protégé. Donc vous avez beaucoup justement d'objets, de jouets qui ont le label Montessori, mais qui n'est absolument pas justifié. Fiez-vous à votre bon sens. Le besoin d'ordre est chez l'enfant. C'est-à-dire que l'enfant a besoin d'ordre pour se construire et l'enjeu, c'est plutôt de ne pas être un obstacle à ce qu'elle appelle la période sensible de l'ordre. Cette période sensible est passagère, c'est-à-dire qu'elle va disparaître après, mais ce que l'enfant a construit à ce moment-là, ça reste. Quand l'environnement est en désordre, c'est consommateur d'énergie. Le fait d'ordonner l'environnement, ça va permettre aussi à l'enfant de consacrer son énergie davantage à la concentration et à la créativité. Donc c'est un peu le socle nécessaire à la créativité. Il y a une phrase de Maria Montessori qui est assez clignotante pour nous, qui est « toute aide inutile est une entrave au développement de l'enfant ». C'est-à-dire que non seulement c'est inutile, mais ça l'empêche de se développer. Quand on voit l'enfant impliqué dans une activité concentrée, on va se faire le plus discret possible. L'idée, c'est de lui permettre de se concentrer, sachant que c'est fragile à cet âge. Donc dès qu'on intervient, pouf, ça peut s'arrêter, il peut aller ailleurs. On essaie effectivement de ne pas être intrusif et de le laisser vivre sa vie. Et s'il se concentre, s'il a ces moments de concentration, il sera encore plus à même de jouer avec et de s'inventer des jeux individuels ou avec les autres enfants.
la spécificité, je pense, montessorienne, c'est de permettre des moments individualisés pour chacun des enfants. Et ils sont tous différents, ils n'ont pas les mêmes besoins, les mêmes attentes. Nous mettons à une activité à un certain moment, parce qu'il y en a qui sont plus du matin, d'autres plus de l'après-midi. Nous sommes différents. Et les enfants, c'est pareil. Donc, ça permet de prendre en compte chacun. Et puis, quand nous sommes dans un moment privilégié avec un enfant, d'accorder un relationnel très unique. Alors, bien sûr, court, parce qu'ils sont nombreux, mais ce moment-là va le nourrir pour la journée, parce que sinon, on peut être avec une collectivité, passer son temps avec une collectivité, mais individuellement, n'avoir consacré aucun temps. Et ce temps individuel privilégié va faire que dans la collectivité ensuite, on voit les enfants plus sereins et plus agréables et heureux avec les autres. Dans mon accueil à Grasse, j'ai un endroit qui comprend de nombreux puzzles. Et certains puzzles sont difficiles. Donc, je me mets avec l'enfant et on le fait la première fois ensemble. Dès qu'il est terminé, comme les parents observent, la réaction habituelle, c'est de pointer le résultat. Sauf que et moi, je ne fais absolument pas ça, parce que dès que la dernière pièce du puzzle est posée, on le refait, parce que ce qui est intéressant, c'est le cheminement, c'est de le refaire. Et quand il va le refaire, il va se concentrer, bien sûr, il va élaborer des stratégies, il va réfléchir, il va exercer sa mémoire, parce qu'on sait que la concentration et la mémoire, là, ce sont les neuroscientifiques qui ont mis ça en évidence, sont deux faces d'une même pièce. Hein. Donc, c'est la concentration et le cheminement qui va être constructeur pour lui, pas d'être arrivé à la fin. De fait, ils vont à l'éducation nationale parce qu'il y a très peu encore d'écoles qui proposent les années collège et lycée. Et puis, nous avons une responsabilité. Alors là, ça concerne davantage les plus grands, hein, parce que là, nous sommes sur les moins de 3 ans. Quelle que soit la classe d'âge ensuite, il faut que les enfants puissent aller à tout moment, retourner à tout moment dans le système éducatif national local, hein, comme Montessori et dans le monde entier. Donc ça, c'est une obligation et qui est en général nettement dépassée, point de vue juste compétences. Mais pour ce qui est de de la différence de relation, les enseignants de l'éducation nationale sont parfois surpris parce que les élèves montessoriens fédèrent, ils ont l'habitude de l'entraide. Et ils ont ce rôle parfois qui peut surprendre et plaire. Montessori a écrit un livre, L'éducation et la paix. Et ce qu'elle disait, c'est que l'éducation vise à la paix. C'est le rôle de l'éducation. Et ce que l'on permet aux enfants, c'est-à-dire d'exprimer leur potentiel personnel, de choisir, hein, l'importance du choix. Les activités sont à disposition, donc l'enfant exerce son choix. Et je pense que ça va aider aussi l'enfant à choisir la place qu'il veut occuper dans la société pour sa contribution au monde. Le fait de comprendre qu'à plusieurs, on est meilleur et qu'on peut faut faire mieux ensemble pour que le monde de demain soit différent. Alors bien sûr, il y a tout ce que l'on propose en Montessori, mais l'essentiel, c'est la base affective de ces enfants. Et la base affective, ce sont les parents qui l'offrent. Et si elle n'est pas là, nous faisons au mieux, mais nous construisons sur du sable. Donc j'aimerais conclure par le rôle énorme des parents dans toute cette construction et la paix du monde pour demain.